Bonjour à tous et à toutes. Bon, Laetitia, c'est une habituée de Jindou. En 2014, elle était déjà venue avec ce beau portrait de Baudouin, ce monsieur qui fait de la bande dessinée et qui a inventé un petit peu l'autobiographie dans cette discipline. Et puis après, elle était revenue l'année d'après avec J'avancerai vers toi, avec les yeux d'un sourd, où elle faisait le portrait, si vous vous rappelez bien, d'un ami à elle, et qui nous faisait découvrir, comme l'avait fait une vingtaine d'années auparavant Nicolas Philibert dans Le Pays des Sourds, ce pays inconnu pour nous, enfin pour la plupart d'entre nous. Très beau film aussi. Donc j'ai envie de dire que Jindou est fidèle à ton cinéma. Et que toi aussi, tu es fidèle à Jindou. Fidèle, ouais. Et toi aussi, non mais j'allais ajouter que tu étais fidèle. Et je te remercie d'autant plus que comme le réalisateur qui va venir demain et qui sera à la même place, Stefano Savona, il faut vous dire que ces réalisateurs, ils viennent au festival, mais ou avant ou après, ils sont allés à Douarnenez, à Lussas, dans la même semaine. Donc merci à toi. Merci à toi d'être là. Ça vaut le coup. Ouais, bah écoute, en Et tout cas, 11 heures de train. on est content de t'accueillir. Bon, tu connais un petit peu la tradition à Jindou qui est de raconter un petit peu comment on a démarré un petit peu dans le cinéma et qu'est-ce qui a fait que les choses se sont déclenchées, qu'on a eu envie de prendre une caméra et d'avoir un geste, notamment chez toi, documentaire. Alors, peut-être, bon, tu as démarré aux Beaux-Arts à Clermont-Ferrand et tu aurais pu partir dans une carrière dans les musées d'art contemporain, etc., etc. Et puis, à un moment donné, tu es parti, pour notre plus grand bonheur, dans cette belle école, à l'USAS, l'école du documentaire. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé un petit peu chez toi, des Beaux-Arts de... Il te manque un épisode qui est juste avant les Beaux-Arts, en fait. Vas-y. Parce que l'histoire, c'est qu'à 17 ans, je voulais déjà faire du cinéma, mais je ne connaissais pas du tout le cinéma documentaire. Et c'est justement à cette époque qu'il y a eu le concours 3000 scénarios contre un virus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en gros, ils avaient demandé à des jeunes de la France entière d'écrire des scénarios contre le sida, pour faire une espèce de campagne contre le sida. Mais ils avaient demandé à des jeunes d'écrire des choses. Donc moi, j'ai fait ça à 17 ans. J'ai un scénario qui a été réalisé. Et après je me suis dit, bon, je vais faire une école ou quelque chose comme ça. Et pour rentrer à la FEMIS, j'avais vu que tous les gens qui rentraient, ils étaient bardés de diplômes. Et je me suis dit, si moi, j'arrive à 18 ans, sortant de ma campagne à la FEMIS, jamais je vais être prise. J'ai pas d'histoire, j'ai pas de bagage, j'ai rien à raconter. Je suis toute neuve. Donc je me suis dit, quelle est la meilleure école pour moi pour arriver à me nourrir? J'avais cette idée de me nourrir. Je me suis dit, mais je vais faire les Beaux-Arts. Parce que je trouvais que c'était un chemin un peu singulier pour arriver quand même au cinéma et puis savoir ce que j'avais à dire et me grandir. Mais en fait, ça m'a tellement plu, les Beaux-Arts, que j'ai complètement zappé le cinéma. Je voulais faire juste... et même avant, je voulais même faire un doc de psycho pour pouvoir rentrer à la FEMIS, ce que j'ai fait. Puis après, je suis allée aux Beaux-Arts. Enfin, je me suis cherchée comme ça, sans vraiment me chercher, parce que je savais exactement ce que je voulais. Mais aux Beaux-Arts, je ne me suis pas perdue, mais je suis allée vraiment sur le chemin des arts plastiques. En sortant de l'école, j'ai même fait un post-diplôme d'art plastique, j'ai commencé à faire des expos, mais je n'étais pas très à l'aise dans ce milieu. Et c'est là que j'ai vraiment rencontré la famille du documentaire, parce que pendant mon post-diplôme, il y a Arnaud Despalières qui est venu dans l'année intervenir, qui a passé 3 jours avec nous. Et j'ai commencé à vraiment m'intéresser au cinéma documentaire que je connaissais très peu, à regarder les films donc, Despalières, Van der Keuken, Varda, tout ça. Et je me suis dit, mais bon sang, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Parce que j'ai retrouvé tout, j'ai retrouvé ce qui me plaisait dans les arts plastiques, c'est-à-dire l'expression personnelle. Et en même temps, c'était un média que je trouvais beaucoup plus populaire. J'étais très malheureuse dans les expos d'art contemporain, où j'emmenais ma grand-mère, qui est paysanne, qui se retrouvait dans les lieux d'art contemporain. Je me disais, je la voyais bien, elle regardait, elle comprenait rien ce que je faisais, elle comprenait pas ce que mes collègues faisaient, c'était pas son monde, c'était pas son langage. Et il y a quelque chose chez moi qui s'est toujours accroché à ce langage cinéma, ou en tout cas de l'image en mouvement et du son, et où je me disais, finalement c'est un art plus populaire que l'art plastique, parce que tout le monde a une télé chez soi,
Je pense que je me leurrais un peu. Hein. C'est pas parce qu'on a la télé allumée tous les jours chez soi qu'on aime forcément le cinéma d'auteur. Mais mine de rien, c'est quand même à la télé, à la ferme, à 7 ans que j'ai vu Pierrot le Fou, moi. Et qui est un film qui m'a beaucoup... Enfin, Pierrot le Fou, ça m'a attrapée, même toute jeune, quoi. Ouais. Et donc, tu as atterri à l'USAS. Voilà, là, parce que pendant ce master, ma coloc, elle avait fait la résidence de l'USAS. Et j'ai découvert l'USAS après, et l'année d'après, j'ai passé le concours et je suis rentrée à l'USAS. Et l'USAS, ça a été quoi pour toi? C'est une année, je crois. Hein, C'est l'USAS. 1 an, donc on a 2 mois à la fac avec des apports plutôt théoriques sur le documentaire, l'histoire du cinéma documentaire, c'est vraiment théorique. Et après, pendant 8 mois, on est dans un village où on vit, on mange, on dort, il n'y a plus que ça, documentaire. Il y a une base de données du documentaire qui est immense, on voit 3 films par jour. Et puis surtout, on en fait. Il y a plein de professionnels qui viennent nous faire des séminaires de son, de montage. En gros, pendant 1 an, c'est une espèce de formation très, très accélérée, très professionnalisante du cinéma documentaire de création. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça t'a déstabilisé un peu Ah non, l'USAS? j'avais vraiment l'impression de trouver enfin ma place. C'est comme si d'un seul coup, tu sais, tu vis des choses et puis tu as des morceaux de puzzle. Puis à un moment dans ta vie, tout fait clac, clac, clac. Et moi, vraiment, à ce moment-là, l'USAS, je me suis dit, mais c'est ma place, c'est ma famille, quoi. Parce que j'étais dans le cinéma, mais dans une famille très spéciale au cinéma, qui est quand même la famille du documentaire, qui est différente que de la famille de la fiction. Ma première expérience avec Laetitia Masson, je m'étais dit, oh là là, le monde de la fiction, ça m'avait un peu rebuté. T'avais fait la L'aspect très hiérarchique, pyramidal, sur une organisation de plateau de fiction, ça me plaisait pas du tout, quoi. Dans le documentaire, il y a un truc plus intime aussi. On est 3. Enfin, moi, j'aime bien bosser en toute petite équipe, quelqu'un au son, quelqu'un à l'image. Et de toute façon, il y a un autre rapport aussi aux gens qu'on filme. J'aime le cinéma du réel. Moi, même si je ne m'interdis pas de faire une fiction un jour, peut-être. Donc, on va en arriver au film qu'on a découvert hier, qu'on a tous découvert hier, donc Le Grand Bal. Alors, ce qui a peut-être, en y réfléchissant, beaucoup de réalisateurs du documentaire, je pense à Nicolas Philibert un jour qui me disait, moi, ce que j'aime bien, c'est m'occuper d'un domaine que je ne connais pas du tout et y aller comme ça, et j'y vais dans l'inconnu. Et là, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire que toi, Le Grand Bal, tu connais à fond, tu connais par cœur, mais quand même, tu veux faire un film là-dessus. Donc, je voudrais savoir un petit peu quelle a été justement cette démarche un petit peu différente de documentaristes, d'autres documentaristes. Mais ça, c'est la grande différence. Par exemple, si on prend le cas de Nicolas Philibert, nos 2 films, ils racontent ça. C'est-à-dire, Nicolas, il ne connaît pas le monde des sources, ça l'intéresse, il y va, il plonge, et il nous emmène avec lui dans cette plongée, mais lui, en tant que néophyte dans ce monde-là. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est parce que je vis des choses dans ma vie, que je connais bien, des choses que j'aime des gens, que je fais des rencontres, que j'ai une histoire avec quelque chose, que d'un seul coup, je me dis, j'ai vraiment envie de le partager et d'en faire un film. Et c'est toujours dans ce sens-là. Je suis incapable de me dire, c'est très difficile pour moi. Là, je viens de faire une commande parce qu'il faut manger, parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire Le Grand Bal pour France 3 sur la ville de Chartres. C'est une torture pour moi. C'est une torture parce que c'est totalement désincarné. J'ai pas d'histoire avec. Je connaissais pas Chartres, je connaissais pas la ville. Alors, du coup, j'arrive à me plier à cet exercice en y passant du temps et en essayant d'avoir des expériences dans ce lieu, de rencontrer des gens, de me faire ma propre histoire dans ce lieu-là. Mais et de détourner la commande? c'est difficile avec France 3 de détourner la commande. Non, ça tu oublies. Mais j'arrive à y trouver ma place comme ça, mais c'est vraiment difficile. Moi, c'est d'abord parce que quelque chose m'émeut, me fait envie que j'ai envie de le partager, toujours. Si tu regardes Edmond, c'est ça, c'est pas le garder que pour moi, je le trouve merveilleux, j'ai envie que tout le monde connaisse ses dessins, tout le monde connaisse sa vision du monde, je fais un film. Le Grand Bal, tu peux pas garder ça pour toi, à un moment, c'est tellement beau ce qu'on vit, c'est tellement intense. Tu dis, mais c'est pas possible, il faut le partager, il faut que j'arrive à transmettre ça. Alors, cette envie de filmer ce Grand Bal, bon, on pourrait croire qu'elle vient peut-être parce qu'il y a 3-4 ans que tu y allais, ou un peu plus peut-être, mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé dans ton enfance quand tu avais 7-8 ans et que tu as assisté à ton premier bal comme ça,
Ah non, j'ai pas. Mon premier bal, j'avais 25 ans. Ah, ton premier bal, c'est 25 ans? Ouais. Il me semblait que tu avais vécu quelque chose quand tu étais toute petite et Non, tout c'est ça. qu'il y a des T'avais- groupes folkloriques. Moi, j'habitais en Auvergne, chaque village avait son petit groupe folklorique. Voilà, c'est ça. C'est la bourrée à 2 temps, à 3 temps, la polka, la mazurka. Je les avais entendus parce qu'il y avait un groupe folklorique dans mon village, mais moi, j'en sais pas. Et puis, un groupe folklorique, c'est pas un bal. Enfin, le seul point commun qu'il y a entre les groupes folkloriques et le bal trad d'aujourd'hui, c'est les danses et les musiques. Mais l'esprit, ça n'a rien à voir. C'était quelque chose de figé, en costume. Et c'était un spectacle. Les gens s'asseyaient, regardaient les gens faire un spectacle. Donc, alors, je me suis gouré. Donc, c'est à 25 ans que tu découvres. Alors, et là, ça te fait quoi? Ah bah là, non mais là c'est là c'est d'un seul coup l'impression de me retrouver ouais, chez moi, c'est ce que je raconte dans le film. J'ai l'impression tu es à l'aise, tu reconnais les gens avec qui tu es, tu as l'impression d'avoir toujours connu ça alors que tu sais pas du tout danser, mais voilà, tu sais qu'ils jouent quelque chose d'important, que tu as trouvé un espace où tu vas t'épanouir quoi. Et je pense que ça fait ça à beaucoup de gens. Et alors, à partir de quel moment tu as cette envie, parce que faire un film, c'est pas n'importe quoi, ça part de... Et puis avoir ce geste, c'est bon. Et on sait que faire un film, c'est du boulot, c'est du temps et tout ça. À partir de quel moment tu as envie de filmer le grand bal? J'y avais pensé avant, parce que forcément, quand tu fais des films et que tu es dans cet espace-là et que tu vois ce qui se passe sous tes yeux pendant une semaine, forcément tu y penses. Mais très vite, j'avais une espèce de truc, un grand censeur en haut qui disait non, tu n'introduis pas une caméra ici, tu vas tout gâcher, oublie. Mais très très vite, là, j'y pensais même pas en fait. Ouais. Ah ouais. Je me disais non, de toute façon, c'est pas possible, une caméra ne rentrera jamais ici. Mais pendant des années. Et puis Bernard. C'est-à-dire, attends, c'est toi qui te permettais pas ça, ou Ah toi oui, tu pensais moi. que les gens ne te permettaient Tout. pas de le Il y faire? avait tout. Il y avait non, mais je vais pas arriver avec ma grosse caméra et mes gros sabots dans cet espace si préservé, si précieux où il se passe cette chose-là. Je vais pas emmerder tout le monde avec ma caméra. Et puis il y avait, de toute façon, on me laissera jamais le faire, inconsciemment. Et donc il y a été 2015, je suis au Grand Bal. Et là, on nous annonce qu'une équipe de TF1 vient filmer le Grand Bal. Merde, TF1. Et là, je suis très surprise. Je fais oh waouh, ils laissent rentrer l'équipe de TF1. Et j'étais vraiment curieuse. J'ai observé l'équipe. Ils sont restés 24 heures. J'ai observé, ou peut-être 48 heures. J'ai observé comment ils travaillaient. Puis je me suis dit, oh, mais en fait, les caméras, il n'y a pas de problème. Les gens ont l'air de s'en foutre complètement. Et genre 2 jours après, on était sur un parquet avec Bernard Coquelet, qui est le créateur du Grand Bal. Puis on regardait les gens, parce que ça nous arrive souvent à 2-3 heures du matin. On se cale dans un coin, puis on regarde les gens danser, puis on pleure tous les deux tellement on est émus. Et puis on s'est regardés tous les deux à un moment et on parlait, je pense, aussi de TF1 et tout ça. J'ai dit, oh, mais Bernard, il faut qu'on fasse un truc. Il dit, bah oui, tu vois, j'allais t'en parler. Il m'a dit, mais c'est rigolo, c'est une blague qui tourne parce qu'il m'a dit, mais t'es bankable? Je fais, qu'est-ce que tu veux dire, bankable? Il dit, bah tu pourrais trouver l'argent pour le faire, vraiment un vrai film. Je dis, oh bah oui, je pense que là, on peut trouver, il y a de quoi faire un bon film. Et on est partis tous les deux. Cette nuit-là, ça a été l'étincelle. Et genre, une semaine après, j'en parlais à Jean-Marie Gigon, mon producteur, comme ça, à un bar. Et Jean-Marie, il a démarré au quart de tour. Il m'a dit, c'est génial, on le fait. Et Jean-Marie, c'est lui qui a poussé la locomotive à fond. L'été d'après, on tournait. On n'avait pas d'argent. Mais Jean-Marie a dit, non, mais c'est maintenant, il faut le faire. Il y a quelque chose qui se joue ici. C'est important. Les gens, ils ont besoin de voir ça. Ça va donner de l'espoir. Ça va donner de la pêche. Il faut partager ça, quoi. Et est-ce que tu te rappelles un petit peu, parce que c'est pas le tout d'avoir envie de faire un film, et puis que même ton producteur te suive, mais il faut des sous, comme tu le disais. Et puis il faut, chez le réalisateur, une note d'intention. Est-ce que tu te rappelles un petit peu ce que tu avais mis dans cette note d'intention Oui, c'était très clair. Je voulais... c'est le film. Hein. Je voulais faire un film sans entretien, sans que moi j'intervienne en tant que réalisatrice et sans aller chercher de la parole. Je voulais pas aller chercher de la parole. Je voulais être à fond dans un côté très fiction où je voulais vraiment retransmettre ce que moi je vivais en bal, c'est-à-dire de la danse à foison et des discussions autour de la danse. Ce qu'on fait tout le temps pendant le grand bal, c'est soit on danse, soit on dort un peu, on mange, et sinon tout le temps on parle de ce qu'on vit
et de ce qu'on vit sur les parquets, de ce qu'on vit avec la danse, de ce qu'on vit dans les rapports hommes-femmes, dans le guidage, être guidé, pas guidé. Enfin, voilà, on ne parle que de ça au Grand Bal tout le temps, tout le temps. Et j'avais envie de faire un film qui retranscrive pas que la danse, mais aussi toutes ces discussions et ces échanges qu'il y a autour de la danse, dans un dispositif plutôt fictionnel. Juste un extrait de ta note d'intention, justement, et tu disais, nous vivons dans une société rongée par la création des besoins individuels, une société qui pousse à consommer, seule et vide, dans un perpétuel renouvellement. La danse trad permet de retrouver le plaisir d'être avec les autres et avoir des pratiques communautaires qui n'existent plus aujourd'hui. En partageant cette fête, on redécouvre qu'une unité existe et qu'on a une place et qu'on y a une place. Oui, il y avait tout ça, mais ça, après, c'est tous mes films aussi sont sous-tendus par cette question politique aussi. Ouais, et j'allais dire politique. Oui, c'est politique. Politique. Mais avant, bon, écoutez, on va continuer, mais est-ce qu'il y a peut-être, vous avez peut-être des questions, vous avez vu que il n'y a pas de problème, on pourrait discuter des heures avec Laetitia de cinéma et de son film, mais vous avez le droit aussi à la parole pour des remarques ou des questions. Alors s'il y en a, il n'y a pas de souci. Bonjour. En fait, moi, ma question, c'était... en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'émotion en fait, qu'il y a dans les visages, dans les personnes. Et notamment, à un moment, les deux sœurs, où on pourrait sous-entendre... enfin, il y a beaucoup d'amour. Je voulais savoir, en fait, comment ça se passe pour capturer ce genre de moment. Est-ce que c'est spontané ou est-ce que est-ce que c'est travaillé avant ? Non, c'est du doc. Hein. Moi, je mets rien en scène. En fait, ce film, il a été génial par rapport aux danseurs et aux danseuses qui ont joué le jeu à fond. Ils sont auto-mis en scène tout seuls, tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils acceptaient la présence de la caméra, et nous, on a été très, très délicats, on n'a pas fait les gros sabots à arriver sur les parquets. Voilà. On s'approchait doucement. Juste, tu peux dire aussi que tu as fait des réunions d'information aussi sur... Ah oui. Non seulement les gens avaient reçu une petite... tous les gens qui étaient inscrits au Grand Bal avaient reçu dans la lettre d'info l'information et ma note d'intention du film. Et là, c'est un bout de la note d'intention, mais il y a aussi tout un aspect très poétique. Donc, je pense que les gens qui arrivaient déjà au Grand Bal, ils savaient que c'était pas un reportage ou que c'était déjà un film pour le cinéma et un peu d'auteur. Donc, il y avait déjà ça. Et puis, après, j'ai fait des réunions d'information pendant le Grand Bal 2 fois, où les gens pouvaient poser autant de questions et puis où je pouvais aussi désamorcer les peurs qu'il pouvait y avoir par rapport au film. Et donc ce que je disais, c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu au sens où nous, j'avais prévenu que j'avais envie de capter des discussions et des moments comme ça d'échange entre les danseurs. On s'approchait avec la caméra et en fait c'est tout un jeu de regard. Tu t'approches, tu regardes les gens, tu vois tout de suite s'ils vont froncer les sourcils et faire non mais là c'est privé, et ça arrivait plein de fois. J'ai pas envie que tu filmes ça, c'est ma discussion. Ou au contraire, il y avait un truc, il regardait, il y a la caméra, hop, il continuait la conversation. Et pour nous, c'était un accord tacite, genre, il n'y a pas de souci, venez. Et puis on s'approchait petit à petit, et tu vois bien qu'à un moment, quand la caméra est là, et que les gens ils te donnent ce qu'ils te donnent, comme l'ont fait Inès et Pauline, là, les jumelles, enfin je les appelle les jumelles, mais elles ne sont pas jumelles, elles se mettent en scène, quoi. Elles savent vraiment que la caméra est là, je leur ai rien demandé. Elles viennent juste de finir la danse, tu vois, elles sont dans leur élan, sauf qu'elles décident de se le dire devant la caméra. Ouais. Bon, merci en tout cas pour ce film, c'est génial. Merci. Et si j'ai une autre question. En fait, du coup, du moment où vous avez écrit le scénario au moment où vous avez décidé de passer au tournage, ça a pris combien de temps ? Non, mais j'ai pratiquement pas écrit parce que j'étais en promotion pendant 6 mois du film d'avant. En gros, je crois que j'ai commencé à écrire en avril et on tournait en juillet. Et j'ai pondu un dossier en 3 semaines, qui est très bien d'ailleurs, quand je le revois, c'est hallucinant. Mais par contre, on n'a pas eu le temps d'aller chercher beaucoup d'argent, parce que ça ne tombait pas dans le timing des commissions, etc. Donc on a juste eu une aide du Limousin à l'époque, qui était encore le Limousin, pas encore la Nouvelle-Aquitaine. Mais sinon, c'est Jean-Marie qui a fait un prêt à la banque pour financer le film. Et là, heureusement, on vient d'avoir l'avance après recette, donc ça compte. Mais c'est un film où il n'y a pas eu d'argent. Très peu d'argent. Voilà. Merci.
Mais voilà, c'est possible grâce à des producteurs un peu fous comme Jean-Marie, il en existe encore, qui ont des coups de cœur comme ça et qui y croient et qui te soutiennent. Mordicus. J'ai vraiment beaucoup aimé, moi, le moment où le groupe la danse collective là, se passe et que les musiciens arrêtent de jouer et que les gens continuent et font leur propre musique, en fait. Et je me demandais si c'était un coup de chance que vous soyez là à ce moment-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui se produit très souvent C'est pas très souvent, mais ça arrive. Ouais. Puis de plus en plus, parce qu'il y a des groupes qui deviennent de plus en plus connus, qui sont un peu des stars, et il y a des CD. Donc les gens repartent des balles avec les CD, l'écoutent toute l'année. Donc en fait, on arrive sur les parquets, il y a plein de groupes, on connaît par cœur. On sait exactement quand ils commencent un morceau, on le connaît, on le chante s'il y a des chansons. Donc plus la notoriété aussi d'un groupe s'assoit, plus les chansons et les musiques sont reprises et on se les approprie, quoi. Elles deviennent les nôtres. Ça veut dire que le réel se renouvelle. C'est-à-dire Oui. que toi... Alors, justement, tu n'as sûrement pas eu le temps de faire beaucoup de repérage l'année où tu as vraiment tourné. Mais j'ai pas besoin de repérage, je connais le bal par cœur. Voilà, parce que tu je connais sais le bal par exactement où cœur. il faut se mettre à quelle heure pour Voilà. avoir quelqu'un qui se brosse les dents, où je dois mettre la caméra à quelle heure pour avoir la vaisselle, où je dois être pour avoir des discussions entre filles sur la mazurka. Je le sais, j'ai pas besoin de repérage. Alors, c'était quoi le dispositif que tu as mis en place là, pour filmer, justement? C'était lequel? Quand je parle de dispositif, c'est-à-dire... tu parlais tout à l'heure d'une petite équipe et tout ça. Ah Comment oui, ça se passait? on avait deux équipes, une de jour et une de nuit. Donc l'équipe de jour, elle faisait toute la journée les ateliers jusqu'à la fin du premier bal. Et la deuxième équipe de nuit commençait avec le premier bal et finissait au petit matin, ce qui fait que le premier bal, on avait 2 caméras. C'est chouette, il y a certaines séquences dans le film, on voit bien qu'il y a 2 caméras, mais c'était assez rare parce qu'on tournait H24. Et moi, je dormais plutôt le matin, j'étais avec eux, j'essayais d'être un maximum avec les 2 équipes. Quand tu dis l'équipe, c'est-à-dire il y a combien de personnes? Il y a une personne à l'image et une personne au son. C'est tout. Et moi, collée derrière la personne à l'image. Et la deuxième semaine, j'ai filmé aussi, moi. Alors justement, pourquoi des fois tu filmes, pourquoi parfois tu filmes pas? Je filme pas parce que je suis fatiguée, que j'arrive plus à tenir la caméra, c'est tout. Hein. C'est vraiment clair. Je veux dire, Non, si je pouvais physiquement, non, mais- je ferais l'image de tous mes films, mais je peux pas. D'accord. Parce que Ouais. non, mais pour bien dire que filmer, on filme avec son corps, quoi. Ah ouais. Puis en plus, moi, je pouvais pas m'empêcher de danser, donc je dansais aussi. Et Donc pour l'image, c'est. Et puis surtout, ça a été tourné avec des caméras, avec des objectifs de cinéma, et c'est tout de suite 3, 4, 5 kilos en plus. Enfin, moi, je tiens 1 heure et j'ai le dos complètement cassé. Non, j'ai une équipe de warriors, j'ai des chefs-op dont c'est le métier, qui eux, peuvent tenir la caméra pendant 3 heures, et Mais c'est pas très frustrant quand même? c'est très frustrant. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu es de ces gens J'adore comme filmer. Nicolas Philibert, Claire Simon, Mais je rage. Denis Guerbrand, tout ça, qui eux aiment filmer. Non, mais je rage derrière. Hein. C'est ça. C'est de la frustration. C'est tiens, pourquoi elle fait comme ça? Je voudrais faire comme ça. Mais voilà, c'est. Et tu peux pas t'empêcher de donner des indications? C'est pas que tu peux pas t'empêcher. C'est ton image. Ouais, c'est Même ça. si la Karine qui a fait beaucoup d'images, elle est venue parce qu'il y a un bal l'hiver. Elle est venue une semaine avec moi l'hiver pour. On a essayé plein de choses pour voir comment on pouvait filmer les danses, etc. Donc elle était bien briefée, Karine. Elle avait plus besoin de moi à la fin. Alors, quelle question de cinéma tu te poses là? Comment filmer les dents, justement? Chaque danse, tu peux les filmer différemment en fait. Puis même quand je revois le film aujourd'hui, je filmerai complètement différemment parce que tu as l'expérience aussi au fur et à mesure. Mais chaque danse, il faut trouver le point de vue parce que toutes les danses sont très. Voilà, si tu te mets d'un point de vue aérien, les dessins que ça dessine au sol du gros corps collectif, il est totalement différent de danse en danse. Enfin, à part la danse de couple. Mais bon, la danse de couple, voilà, c'est des couples qui tournent sur eux-mêmes dans une révolution autour d'un point central. Ça va. Mais non, la bourrade de temps en ligne, tu la filmes pas de la même manière que le Congo. Par exemple, le Congo de la fin, la danse à 4 où ils s'amusent, c'est extrêmement difficile à filmer. Il y a plusieurs points de vue dans cette séquence parce qu'on n'a pas trouvé, c'était compliqué. D'accord. Mais voilà, on pourrait faire un film là-dessus, sur cette manière de filmer chaque danse. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. Oui, enfin j'ai trouvé votre film magnifique. Je crois que je ne suis pas la seule. Je voulais vous poser une question sur les textes en voix off, donc qui sont dits par quoi la vous. musique, là? Alors, je me suis posé la question parce qu'après au générique j'ai vu le nom d'auteur.
dont Christian Bobin, qu'il me pardonne. Pourquoi qu'il me pardonne? Bon, enfin bon. Je vais vous raconter pourquoi. Et donc je voulais savoir si ce texte, à un moment donné, du coup, je me suis demandé, c'est écrit par vous, il y a des textes, des citations, donc comment vous l'avez conçu? En fait, j'ai toujours travaillé comme ça et je le raconte dans mon premier film, un premier court-métrage qui s'appelle D'un chagrin, j'ai fait un repos. J'ai vraiment la sensation, toujours, j'utilise des pensées d'occasion. Je prends beaucoup de notes quand je lis, quand il y a un mot, une tournure de phrase que j'aime, je note, j'ai tout un tas de petits carnets, tout ça. Et quand j'écris mes voix off, je m'interdis absolument pas. Pour moi, c'est vraiment comme des hommages et des citations aux gens que j'aime et que j'aime lire. Je pioche, je leur vole des bouts. Et Bobin, je lui ai écrit une longue lettre avant le film parce qu'il y avait des passages entiers de bouquins à lui. Et il y avait notamment un petit passage que je voulais vraiment utiliser. Donc je lui ai écrit une belle lettre, j'ai pris le temps, là. Et puis Bobin répond toujours aux gens qui lui écrivent. Après le temps de me répondre, il m'a dit Mademoiselle, merci pour votre lettre, nanani, nanana. Mais les mots sont faits pour rester dans les livres. Donc je ne souhaite pas que vous utilisiez ce petit extrait dans votre film. Quand je dis Christian Bobin qu'il me pardonne, c'est que je lui ai quand même volé 5 mots. Voilà. Donc quand dans la voix off sur la mazurka, je dis on a l'impression que que notre cœur bondit dans la poitrine de l'autre. Voilà, ça c'est lui. C'est dans lequel celui-là a plus que vive peut-être, je ne sais plus. Voilà. Et je fais ça avec toutes mes voix off. Bien sûr, il y a énormément de moi, une majorité, mais il y a comme ça des emprunts à des gens que j'aime. Je trouve que, justement, à la différence de certains réalisateurs, ils sont un petit peu... C'est pas qu'ils sont pas en dehors de leur film, ils sont engagés, mais toi, tu es extrêmement présente justement par rapport à cette voix off. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes films. Oui, je ne fais pas beaucoup de différence entre mes films et ma vie, en fait. Il y a un truc... ce que j'écris, c'est ce que je ressens en vrai dans la vraie vie. Tu vois, c'est très poreux chez moi. Je ne sais pas cloisonner comme ça. Donc... c'est marrant parce que tout à l'heure on parlait d'Arnaud Despalières, c'est lui aussi qui m'a aussi beaucoup autorisé à aller piquer chez les autres, parce que lui il le fait beaucoup aussi. Dans Adieu, il y avait tout un tas de textes dans les voix des gens qui parlaient, des acteurs qui parlaient, c'était des morceaux de bouquins, tout ça. Mais voilà, c'est des bouts de bouquins que j'ai lus 15 jours avant. C'est un espèce de grand patchwork. J'ai toujours l'impression que chaque film, c'est une grande tapisserie, et puis chaque fil a une couleur différente, et vient soit de ma vie, soit de ce que je vis, soit du travail avec les techniciens. Enfin, il y a une espèce un moment d'essayer de donner une forme à une étape de ma vie, quoi. C'est un peu ça, quand même. Mais en tout cas, en plus, on sent que ces textes, ils sont extrêmement précis, que c'est au mot près, et que c'est extrêmement écrit. Là, j'ai l'impression de ça. Ouais. Ouais. Ouais, et puis je les refais sans arrêt parce que c'est un petit mot qui apporte une nuance, c'est pas tout à fait. Enfin, je crois que les gens qui bossent avec moi, des fois, ils en ont un peu marre de la manière dont je chipote sur mes voix off, mais pour moi, en fait, c'est l'essentiel, c'est la colonne vertébrale du film, quoi. Merci pour votre film. Merci. Moi, j'avais une question qui est une question un peu anecdotique, je m'en excuse. Dans le film, on voit quelques séquences qui sont des séquences en noir et blanc, des séquences de bourrées. Je voulais savoir d'où ça venait. C'était des choses que vous aviez faites vous-même, en fait, ou c'était plus ancien encore? Non, mais vous auriez très bien pu les filmer. Voilà, donc, c'est des films lumière, hein, t'as pas fait gaffe. Mais... Et finalement, en fait, ça vient à 2 reprises, de manière... voilà, enfin... pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas davantage s'il y avait d'autres images d'archives, etc. Enfin, est-ce que c'était comme une sorte d'image supplémentaire, un contrepoint qui venait se mettre là? Enfin voilà, comment c'était venu, quoi, ces images-là, finalement? Enfin voilà. Pour moi, c'est la source. C'est vraiment la source de ces danses. Et quand je danse, il n'y a pas un moment où je pense pas à ces gens qui nous ont transmis ces danses. Et c'est pas à ma grand-mère, parce qu'il y a une rupture dans la transmission. Mais c'est grâce à des personnes, en fait, qui ont fait du collectage à partir des années 70 et 80, qui sont allés dans plein de villages, dans le trou du cul de la France, aller voir la petite grand-mère ou le petit pépé qui connaissait encore des chansons, des danses. Et les gens qu'on voit, c'est des gens à qui des personnes ont demandé de redanser pour pouvoir les filmer. C'est pas les 2 pépés qui sont dans le bar, c'est à la demande de Jean-Dominique Lajoux, qui était un ethnologue, enfin un chercheur au CNRS, je ne sais pas s'il était ethnologue,
mais qui faisait toute une recherche sur l'Aubrac, qui a demandé à ces pépés de danser dans le bar. Mais ces pépés-là, ils ne dansaient pas tous les week-ends dans le bar. Et pareil, les images de la fin, la deuxième, ça c'est dans un village qui est à 3 km de chez moi, c'est l'îlot Maltieu. Et lui, c'est Olivier Durif et Christian Auler qui lui ont demandé d'en faire cette danse. Et ça se voit, ils ont leurs pantoufles. Ça doit faire 50 ans qu'ils n'ont pas dansé la bourrée. Et genre, ça se dérouille. Tu sens que vraiment, ils sont contents de redanser ça. Mais c'est pas, ils ne le dansaient plus. Ils ne les dansaient plus. Et pour moi, c'est vraiment super important. Alors, j'aurais bien voulu en mettre plus. Mais il fallait faire un film plus long. Et peut-être aussi un autre film, et j'ai vraiment fait le choix de faire un film pour des danseurs débutants ou pas, non-danseurs ou qui ne connaissaient pas ce monde-là. Si j'avais vraiment voulu me faire plaisir et faire un film pour les gens qui dansent déjà, j'aurais gavé d'archives, j'aurais été plus roots et plus trad. Là, j'essaie d'être un peu plus grand public et de toucher plus de monde. La transmission, elle est évidemment centrale en fait dans le film. Ouais. On voit bien qu'elle passe par l'enseignement, donc les ateliers en fait qui ont lieu dans la journée, la transmission des, je sais pas comment dire, des profs de danse en fait, voilà, donc dans la journée. Et en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose, et c'est ça qui est assez beau dans le film, c'est-à-dire qu'il y a une transmission à plusieurs niveaux, quoi. En réalité, il y a quelque chose de plus ancien qui vient. Alors, avec des gens qui, eux, n'ont pas ces racines, ses origines, etc., qui se les inventent en quelque sorte. Et puis là, avec ces danses, bon, je trouvais que ces pépés, en même temps, ils étaient bien agiles quand même. Voilà. Je ne sais pas à quel âge ils sont filmés, mais c'était quand même encore assez... Voilà. Et alors, parce qu'il y a cette séquence assez étonnante de la maraîchine, là, dans le film, où on voit justement ce type qui, en même temps, danse, mais où moi, j'ai senti que ce prof, lui, il était plus dans la démonstration que dans la transmission, quoi. Mais lui, il refait exactement ce qu'il connaît par cœur des vidéos, en fait, Maxime ou Maxence, je ne sais plus. Maxime. Il connaît tout, c'est un mec qui connaît sur le bout des doigts tous les collectages, toutes les vidéos, et il est capable de faire tel danseur, de telle vidéo de 1974, et là, il le fait. Il le fait devant la caméra. Et donc, oui, c'est ça. Lui, en fait, il a reconstitué ses danses, ses chorégraphies, juste en voyant en fait ce qui se passait, quoi, en réalité, en voyant les images, en voyant les films anciens. Oui, je crois que, je sais pas, il y a peut-être des gens qui connaissent plus Maxime, mais je crois que c'était pas un collecteur, lui. Je crois que c'est la génération d'après. D'accord. Donc lui, il a hérité de ces images, et il s'en est nourri, il les transmet, et aujourd'hui, c'est dans la transmission de danse, Maxime, il est plus que pointu. D'accord. Bonjour. Et merci pour ce film. Aussi, en fait, je vais profiter qu'il y a une question technique pour poser une autre question technique. C'est la présence des bandes noires par moment dans le film, par intermittence. Est-ce que vous pouvez donner une explication à ce choix ? C'est pas les bandes noires, c'est qu'on a choisi que tous les balles soient en cinémascope. D'un seul coup, quand on entrait dans le bal, on passe en cinémascope. Et la journée, on est en 16/9. Mais on voulait vraiment qu'il y ait une ouverture. En fait, j'avais adoré Xavier Dolan, son film où il étire les bandes. Je disais, bon, on va pas faire ça à chaque balle. Donc on est passé directement en cinémascope. Donc à chaque fois qu'on entre en balle, on passe en cinémascope. Voilà. Je voulais savoir en fait par rapport au montage, parce que j'imagine qu'il doit y avoir tout un tas de rushs, vraiment beaucoup de rushs. Alors combien de temps ça prend et comment vous vous y prenez en fait pour monter ? On a tourné 200 heures là sur le Grand Bal parce qu'il y avait 2 semaines de suite. Et on a un peu toujours la même méthode avec Rodolphe. Moi, je suis très, très visuelle. Donc, on regarde tout, on dérush, on indexe absolument tout, mais de manière très, très précise. On peut le faire maintenant avec les logiciels. Donc, j'ai plein de mots-clés, même les gens qui sont dans la séquence, ou le lieu, buvette, Benoît, chapeau, poubelle. Enfin, voilà, on indexe. On sait qu'un jour, si on a besoin d'une scène de poubelle, paf, on clique poubelle, on a tout qui arrive, tu vois. Mais ça nous prend 2 mois. Déjà. Et après, je travaille vraiment visuellement. J'ai toujours une espèce de grand mur dans les salles de montage. Et j'ai tout un code couleur avec des étiquettes de toutes les couleurs. Alors là, on avait... je prenais l'exemple de la tapisserie. Tout à l'heure, je pense vraiment mes fils comme ça. J'ai des fils de couleurs. Alors j'avais le fil de la transmission, justement. J'avais le fil des rapports hommes-femmes. Donc ça, c'est d'autres étiquettes de couleurs. Le fil de l'organisation. Montrer l'organisation du Grand Bal. J'avais tout ce qui était mon rapport à la danse, enfin le rapport à la danse, guideur, guidé, enfin voilà. J'ai plein de fils comme ça et je construis le film d'abord visuellement, presque. On fait beaucoup de dessins, beaucoup de schémas
Et après seulement, on se met sur la timeline. Et je continue pendant tout le montage à travailler que avec les étiquettes. Je travaille que visuellement comme ça. Ouais. Et on a travaillé 1 an sur ce film en montage en tout. Combien le tournage 1 an. là 1 an? Non, montage, 1 an. Le montage 1 an. Oui. Avec les presque 2 mois de dérochage. Parce que pour regarder 200 heures, de toute façon, c'est du temps. Oui, je voulais vous poser la même question sur le ratio des images gardées par rapport à la quantité de rush, mais j'avais une autre question par rapport à la cohésion sociale qui émane de ce film, parce qu'évidemment il y a le détail de l'organisation, des techniques de danse, et c'est par rapport à ces festivaliers qui sont là. Est-ce qu'ils ne viennent pas uniquement parce qu'ils sont des spécialistes ou des amateurs de danse? Il y a aussi, je pense, ce besoin de se retrouver ensemble, ce besoin de cohésion que j'ai retrouvé encore hier soir quand on a dansé au pied de l'écran. Tu veux dire qu'on ne vient pas à Argentine que pour la danse? Oui. Non, mais tu ne viens pas au bal trad ou au bal folk que pour la danse. Voilà, donc, mais... il se passe quelque chose. Ouais. T'as vu? Tout à fait. Comme je t'ai dit hier, le film continue. Voilà. Le film continue sur scène. Mais c'est... par rapport à ces festivaliers, est-ce que c'est quelque chose qui, qui ressentent comme un manque au long de l'année, parce que il faut avoir des fois une Coupe du Monde pour retrouver une cohésion sociale, ce qui est un peu idiot, alors qu'on en a besoin tout au long de l'année? Tu m'aurais posé la question il y a 20 ans, je t'aurais dit oui, on attend toute l'année, mais maintenant c'est plus le cas, parce que ça fait presque une dizaine d'années, le mouvement s'intensifie. Et aujourd'hui, tu as même un site qui s'appelle Agenda Trad. Tu peux regarder, tu tapes ta région. Tu peux être à peu près sûr qu'aujourd'hui, partout en France, dans n'importe quelle région, tu peux danser en faisant 100-200 km. Tu as un bal pas loin de chez toi, quoi. D'accord. Ça, c'était pas le cas avant. Ouais. Donc, ça fait du bien. Ouais. Mais Jantine, ça reste quelque chose de particulier parce que pour moi, il y a quelque chose qui est lié aussi à son histoire. Ça fait 30 ans. Du lieu, les organisateurs, ce qu'ils y impriment. Il y a vraiment chez eux quelque chose de très important. Pour eux, il n'y a pas de privilèges, pas de VIP, tout le monde mange ensemble. Tu vois, une espèce de truc égalitaire et communautaire hyper important. Ouais. Où c'est toujours le collectif avant l'individu. Argentine, tu vas l'entendre partout. Le collectif avant l'individu. Et ce festival, à peu près, il y a combien de personnes? On est 2000 à peu près. Enfin, on a eu des pointes à 3000, 3200. Et... Voilà. Et les gens viennent de toute l'Europe, c'est pas que la France. Oui, on a remarqué au niveau des accents, au niveau des conversations, qu'il y a des gens qui venaient de loin. Ouais. Merci. Mais peut-être qu'il y en a dans la salle des festivaliers. J'en connais au moins une. Hein, je ne vais pas la faire parler de force, mais il y en a peut-être d'autres qui veulent peut-être répondre à ta question. Marie-Hélène, t'as envie ou non? Enfin, moi, j'en vois plein. C'est très anecdotique parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé où c'était parce qu'ils voulaient y aller l'année prochaine. Donc voilà. Oui, mais ils disent ça, mais tu vas voir. Là, ils sont dans l'effet du film et tout. Parce que ça fait 1 an qu'il y a un teaser aussi qui est diffusé. Et tout le monde me parle du teaser. Ah, il est génial, j'ai envie de venir. Cette année, on n'était pas plus que l'année dernière. Oui. Donc, oui. Comment c'est en juillet, je crois. Non, c'est les 2 dernières semaines de juillet. C'est ça. Et donc, le nom du village? Moi, je ne suis pas très inquiète. C'est Argentine, dans l'Allier, près de Moulins. Merci. Argentine. Vous avez dit que parmi les questions qui vous tenaient à cœur dans l'écriture du film, il y avait la question des rapports hommes-femmes. Et il y a un moment de discussion informelle où il est demandé aux personnes qui sont présentes de lever la main si elles ont subi en fait des hommes, enfin des attouchements. Des comportements, ouais. Une danse désagréable. Une danse et à laquelle elle ne pouvait pas dire ça m'est désagréable. Je pense justement que moi à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un peu enrobé. Et je ne vois pas trop pourquoi ce lieu serait en fait épargné. Et pourtant, plein de festivaliers tombent des nues en voyant cette séquence. Il y a plein de gens qui sont dans ce festival qui pensent non, pas Argentine. Justement. Oui. J'ai trouvé que c'était un peu court pour ma part, cette question-là. Je me suis posé la question si
vu le contexte actuel, cette question-là des hommes qui ont des comportements indécents, insupportables, si ça se parlait un peu plus, si même ça pouvait devenir quelque chose de plus affiché aussi. Maintenant, il y a des ateliers où on transmet aussi des techniques ou des savoir-faire ou des trucs aux filles pour arriver à dire non, plutôt comme pas qu'aux filles d'ailleurs, ça arrive aussi aux garçons d'être dans des situations très inconfortables, de comment apporter plus de confort et pouvoir simplement dire à l'autre bah non, là comme ça ta main ça me gêne, il y a plein d'animes qui sont emparés de cette question et qui proposent des ateliers vraiment liés à ces enjeux-là, quoi. Comment arriver à dire à l'autre qu'il y a quelque chose qui n'est pas confortable pour moi ou que ça ne me plaît pas, dire non, et autour du consentement. Ça teinte de plus en plus tous les ateliers depuis 2-3 ans, chez les jeunes. Et d'ailleurs, dans le côté enrobé, c'était étonnant d'entendre ces femmes un peu plus mûres dire bah, c'est pas grave. Oui, et puis moi, je ne vais pas inviter un jeune de 20 ans. Oui, nous, on les récupère, vous pouvez leur dire non, et puis nous, on les récupère. Il y a une certaine capacité à pardonner ce genre alors, elle ne parle pas d'hommes qui ont des comportements malheureux, elle parle des hommes plus âgés, là, simplement. Parce que c'est vrai que les hommes plus âgés ont tendance à inviter beaucoup les plus jeunes. Et c'est vrai que quand tu as plus de 50 ans au Grand Bal, et que tu es une femme, c'est pas facile. Il faut arriver en groupe de meufs et puis s'amuser ensemble. Enfin, moi, je vois beaucoup de femmes qui viennent seules et qui ont plus de 50 ans. Et en effet, elles dansent beaucoup entre elles, les femmes, si elles sont seules. Mais bon, c'est pas qu'au Grand Bal. Hein. Et j'en profite aussi pour dire, à titre personnel, moi, dans les bals trad, c'est vrai qu'il y a un moment où je ne suis pas à l'aise non plus, je ne suis pas confortable. C'est quand soit les musiciens, soit la personne qui mène le bal, enfin à ce moment-là, la danse dit allez les garçons, allez les filles. Et ce truc hyper genré où maintenant il y a quand même aussi un peu un peu d'altérité aussi et voilà, ça ce côté cloisonné des danses qui peut quand même se détourner, hein, mais ça me rend, ce moment-là pour moi n'est pas agréable. Ouais, mais ça c'est toute l'histoire et voilà, ça va prendre des années à déconstruire. Ouais. Cette année, il y avait un atelier sur le vocabulaire. Il y a plein d'animateurs qui depuis des années cherchent comment nommer ça. C'est ce rôle de l'homme et de la femme. Parce qu'en effet, dans certaines danses, il n'est pas le même. Tu prends un cercle circassien, tu ne vas pas faire la même chose si tu fais l'homme ou la femme. Alors il y en a qui disent les choux et les fleurs, les torchons et les serviettes. On cherche en fait. En tout cas, c'est une question dont on s'est emparé et c'est tout en mouvement. De toute façon, on voit bien avec ce qui se passe dans la société. Ça bouge en ce moment. Donc ça bouge aussi au Grand Bal, c'est normal. Ouais. Mais tu es loin d'être la seule à être gênée par ça. Mais encore une fois, c'est une histoire de génération. C'est encore une question un peu anecdotique, je suis désolé. Vas-y, c'est bien. Ce que j'ai bien aimé, il y a un personnage que j'ai adoré en fait dans le film, c'est le canapé. Bah oui, c'est le personnage principal du film. Et c'est vrai que, en fait, je me disais qu'il y avait une sorte de. Alors, j'ai pas. En plus, c'est assez amusant parce que j'ai pas réussi à bien voir où est-ce qu'il était ce canapé. Ah mince, je suis déçue parce qu'alors on a bossé la topo pour que tu comprennes bien où il est. Est-ce qu'il était en dehors enfin, j'ai compris qu'il était en dehors d'un parquet, en fait. Donc, oui, en fait, il est contre la buvette. Voilà, oui. Et la buvette, elle est centrale et tu as tous les parquets autour. D'accord, oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi, enfin, je trouve que c'est une dimension qui a peut-être pas été assez relevée, c'est-à-dire qu'il y a la dimension de transmission, le bal, le plaisir de la danse, la question du plaisir qui est compliquée et du désir, l'articulation du plaisir et du désir. Mais il y a aussi une dimension très, enfin, un peu film comique quand même, grâce à ce canapé. Moi, je trouve que c'est un film comique. Hein. Oui, non, mais il y a ça, c'est-à-dire que ça crée une sorte de running gag, quoi, enfin voilà. Et ça, je trouvais ça vraiment, enfin, très rafraîchissant en quelque sorte dans le film de pouvoir y revenir régulièrement et soi-même comme spectateur se dire bah finalement je vais moi aussi m'asseoir sur ce canapé. Mais j'ai pensé à un moment, j'avais des plans du canapé vide. Et mais bon après tu vois c'est après quand tu es en montage je dis non bon il faut couper bon bah alors le canapé mais j'avais plein d'autres super séquences de canapé et dont ce canapé vide que j'aimais beaucoup je me disais oui le spectateur pourra se projeter lui-même dans le canapé.
Mais je suis très déçue parce que depuis 2 ans, ce canapé, il n'est plus à cette place-là. Maintenant, il est dans ce qu'on appelle le cabaret, qui est un chapiteau comme ça, central, où ils ont mis plein de canapés. Mais il a perdu un peu de sa superbe. Je te le disais hier soir, Laetitia, et c'est vrai que bon, tu as fait allusion, toi, à ce film. D'un chagrin, j'ai pris un repos. J'ai fait un repos. D'un chagrin, j'ai fait un repos. J'ai fait un repos, pardon. Et vous pouvez aller le voir, vous le verrez sur Internet facilement et tout ça. Très beau film de fin d'études de l'USAS. Mais tu en avais fait un avant qui m'a beaucoup touché, de 2004, et qui était un exercice que tu devais faire à l'école, qui s'appelle le tourné-monté. Et tu as appelé ça grand-mère. Et en fin de compte, c'était une sorte de portrait de tes deux grand-mères avec beaucoup d'humour. Et moi, quand j'ai vu ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle parce que tu avais une grand-mère qui n'était jamais sortie de son coin, qui t'avait pas initié, mais en tout cas qui t'avait raconté ses nuits de danse, etc., jusqu'au bout de la nuit, etc., etc. Et l'autre grand-mère, qui t'a raconté le vivre ensemble, la politique, l'engagement et tout ça. Et je trouve que dans ce film, il y a les deux choses. Donc, et je trouve que c'est un film sur le plaisir, sur le désir, mais c'est un film éminemment politique et d'engagement. Et tu t'engages. Je pense que c'est sciemment tout ça. Ah oui, puis je ne peux pas faire autrement. Et il y a une amie qui l'a vu à Cannes, qui est quelqu'un de très engagé politiquement, qui en sortant m'a dit « Oh, ça manque un peu de politique ». Et j'ai souri parce que pour moi, je pense que c'est le film le plus politique. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas des gens qui manifestent, mais il n'y a pas de récit de lutte, il n'y a pas de... Et c'est vrai que comme ça, un peu superficiellement, on peut se dire ouais, « c'est juste des gens qui dansent et qui s'amusent ensemble ». Mais sauf que moi, c'est absolument pas ce que j'y vois, absolument pas ce que j'y vis et pas ce que j'ai mis dans le film. Mais voilà, après, je comprends qu'elle y est pas. Elle a besoin de lutte, elle a besoin de se battre. Et on ne se bat pas, en fait, au grand bal, on se donne les mains. Donc, allez, peut-être une dernière question, parce qu'il y a Seb qui attend pour la prochaine tchatch. Oui, tu es très engagé sur les problèmes de personnes en situation de handicap, moi-même aussi. Et je me retrouve souvent avec des personnes qui dansent, qui sont paraplégiques, ou d'autres qui sont aveugles. Là, tu donnes un petit clin d'œil à ceux qui sont sourds. Et est-ce qu'au grand bal, il y a d'autres personnes que tu as pu rencontrer, qui sont en fauteuil et qui sont extraordinaires au niveau de leur... Moi, qui me gêne dans ma relation à eux, mais qui dansent d'une façon extraordinaire avec leur fauteuil, ou qui dansent extraordinaire en tant qu'aveugle. Est-ce que au grand bal, ça existe? Alors aveugle, oui. Il y en a un qui est venu encore il y a 2 ans. En fauteuil, il y a une dame qui est tout le temps là, mais elle ne danse pas. Mais elle a un énorme fauteuil qui est aussi électrifié, donc elle n'a pas l'agilité. Mais on m'a raconté qu'une année, il y avait en effet une personne en fauteuil qui dansait avec tout le monde. Et qui, mais là, moi je ne l'ai jamais rencontrée. Et en effet, elle dansait. Et j'avais filmé une séquence où une dame racontait justement à une copine ce truc-là, où elle avait été complètement désarçonnée quand une personne en fauteuil roulant l'avait invitée à danser. Et qu'elle s'est dit, mais comment je vais faire? Et en fait, elle avait été tellement surprise de voir qu'elle avait complètement oublié ces questions dans le plaisir de la danse et de la personne qui en fait, oui, tournait et la faisait valser avec son fauteuil et qu'elle ne s'est plus posé la question à partir du moment où elle était dans la danse avec elle. Et il y a plusieurs personnes. C'est toujours rigolo quand on est dans un cercle circassien. Il y a plein de gens, puis d'un seul coup, on croit prendre la main de quelqu'un et ah non, il n'a pas de main. Donc tu t'attrapes son bras et puis voilà, tu es dans la danse. C'est juste, lui, il n'a pas de main, lui, il est noir, lui, il est grand, lui, il est petit. Et voilà, c'est comme ça. Tu oublies complètement nos différences. C'est comme ça. Enfin, c'est un espace qui permet vraiment d'être soi, qui l'on soit, je trouve. Après, avec tous les travers que, bien sûr, c'est un microcosme de la société, il y a toujours les jeux de pouvoir et les égos, bien sûr que c'est là, tout ça. C'est pas un monde idyllique, paradisiaque, on le voit bien. Mais je trouve que c'est un espace où on peut faire fi de la norme. Et moi, j'adore voir tous ces mecs en jupe. De plus en plus, cette année, il y avait plein de garçons en jupe. J'en connais qui ne s'autorisent ça qu'au grand bal. Oui, mais les sourds, c'est bien. Il y en avait 5 cette année au grand bal. J'espère qu'ils vont arriver en masse. Ouais.
Seb, juste 2 minutes, tu nous laisses? Juste, bon, le film sort le 31 octobre. Est-ce que tu vas être occupé par la sortie du film et tout ça? Tu as des idées déjà de prochains films ou J'en ai plein. T'as plein? Ouais. Ouais. Et celle que tu as vraiment envie de faire? Il y a un film que j'ai commencé sur ma ville natale, Vichy, depuis 4 ans que j'arrive pas à terminer. Parce que là, j'ai fait plusieurs commissions, mais j'ai pas de sous. C'est la première fois que j'ai pas de sous pour un film, donc je me dis ok, c'est que ça doit pas être mûr, ça doit pas être pour maintenant. Je me tâte pour faire une fiction. Non, mais tu fais sur Vichy, mais je suppose que c'est pas sur l'eau. Hein? Il doit y avoir autre chose. Non, c'est moi, mon histoire, mon rapport à ma ville natale. Ton rapport à la ville natale, d'accord. Ouais. Okay. Je pensais, moi, qui est un peu compliqué parce que c'est Vichy. Ouais, c'est pas n'importe quelle ville natale. Ouais. C'est pas. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laetitia, merci à toi. de ta disponibilité.